dans un cadre de gouvernance collégiale. Donc c'est avec ce parti pris et une forte volonté à déployer des passerelles entre les peuples et leur création que nous proposons cette 8e édition de la quinzaine culturelle iranienne à Strasbourg du 18 au 31 mars 2024. Il nous tient à cœur de souligner l'importance primordiale de neutralité politique et religieuse de notre association. Loin de tout communautarisme, nous encourageons la promotion et la diversité de l'inclusion, de l'ouverture à l'autre et à la différence, car nous sommes convaincus de l'enrichissement mutuel que cela apporte. Nowruz, à l'image du 20 mars, qui marque l'équinoxe de printemps, est célébré depuis plus de 3 millénaires et fêté de nos jours dans 19 pays par plus de 300 millions de personnes. Pour les Iraniens, cette date représente le Nouvel An, un moment de joie et de convivialité. Il est dit que le bonheur est plus grand quand il est partagé. Voilà pourquoi nous comptons sur vous pour venir enrichir de votre présence chacun des événements de cette 8e édition de la quinzaine. Merci beaucoup. Bonjour, je vous souhaite également une bonne année iranienne et une belle Nowruz. Je vais vous parler en fait un petit peu de ma pratique en tant que... en fait, moi je suis designer graphique, typographe, dessinateur de caractères, chercheur et enseignant. Et je travaille notamment sur les questions du langage, écriture, code et traduction. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques projets de moi qui sont liés à la question de dessin de caractères et mes recherches. Et puis, je vais vous parler des recherches que j'ai faites sur l'écriture ilamite linéaire. Initialement, j'avais en fait toujours présenté cette présentation en anglais. Du coup, en fait, s'il y a des problèmes au niveau de mon français ou des slides, je m'excuse en amont. Vous voyez en fait l'un des axes de mon travail, c'est dessiner des caractères typographiques multi-script. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes familier avec cette notion de dessinateur de caractères? Tous les fonts que vous choisissez sur un ordinateur, bien évidemment, il y a un dessinateur de caractères qui a dessiné ces fonts, ces polices de caractères. Moi, je travaille sur les caractères divers comme latin, persan et arabe. Par exemple, ici, vous voyez un caractère typographique que j'ai travaillé pendant des années, et là, bientôt, il va sortir dans un fonderie de caractères. Il s'agit de caractère Roshan, que vous voyez ici. Il a plusieurs graisses, plusieurs styles différents, comme vous voyez, et il couvre pas mal différentes langues, comme toutes les langues qui utilisent l'alphabet latin et pas mal de langues qui utilisent l'alphabet arabe. Bien évidemment, en fait, je vais juste en fait préciser la différence de l'écriture et la langue. Par exemple, l'écriture arabe, il est utilisé pour pas mal de langues différentes. Par exemple, persan, ma langue maternelle, il est transcrit avec l'alphabet arabe aussi, avec des petites différences, bien évidemment, dans le répertoire des signes. Dessiner un caractère multiscript, ça permet une utilisation assez versatile pour les utilisateurs. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent taper les textes qui sont composés des différentes langues sans changer de caractère typographique. Ça permet une sorte de dialogue entre différentes langues et différentes écritures. Le but, c'est en fait de faire une sorte de cohérence entre différents systèmes d'écriture pour qu'en fait, quand on tape, quand on écrit avec cet caractère, la transition entre, par exemple, le français, anglais et avec l'arabe ou persan, ça sera assez naturel. Ici, vous voyez, par exemple, dans le texte, c'est un texte bilingue et vous voyez comment il marche deux systèmes d'écriture ensemble. Roshan, il était fait avec l'idée de faire revivre les anciennes formes qui sont basées sur la calligraphie de Nasr.
Nas c'est un style de l'écriture arabe qui est international. Il est utilisé en Iran, en Pakistan, dans les pays arabes. Du coup, souvent dans les caractères typographiques, ces combinaisons, ces différentes formes alternatives de attachement des lettres, ils sont négligés. L'histoire c'est un peu longue, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est notamment lié à la question technique. Du coup, j'ai essayé dans le Roshan de faire revivre ces différentes combinaisons qui sont les combinaisons alternatives. Pour ceux qui ne connaissent pas, faire un caractère typographique, ça consiste à remplir les cases des lettres un par un, dessiner des lettres un par un dans un logiciel. Comme vous voyez, ça c'est le répertoire des signes de Roshan. Là c'était le latin et maintenant on rentre dans l'arabe et après on rentre dans les combinaisons particulières dont je parlais. Pour une famille de caractères, bien évidemment, il faut plusieurs graisses. Du coup, il faut dessiner la version gras et la version fine. Et le logiciel, il s'occupe de faire la transition et interpoler les différentes graisses. Le résultat, ça va faire un répertoire de signes comme ça. Roshan, il a environ 1300 glyphes. Qui couvre les langues comme persan, ourdou, arabe, kourde et les langues qui utilisent l'alphabet latin et aussi des signes et certains signes mathématiques aussi. Un autre projet que je veux vous parler avant de rentrer dans la question de Ilhamid linéaire, c'est un projet que j'ai fait au sein du projet de Navire à venir. Navire à venir, c'est un projet artistique qui est initié par Sébastien Thierry, qui travaille pour bâtir un navire sauvetage pour mettre dans la Méditerranée pour accueillir les immigrants. C'est un projet artistique, bien évidemment. Il y a des dimensions politiques de ce projet, il y a des dimensions symboliques, mais il essaye de rendre ce projet pragmatique grâce à récolte de dons. On ne sait pas si ça va être possible ou pas, mais c'est l'idée qui est très intéressante. Et ce projet, il était présenté à Georges Pompidou, à Friche de la Belle-Mère, à Marseille, et pas mal d'endroits. Et il y a beaucoup de collaborateurs dans ce projet, que chaque collaborateur, en façon de bénévole, ils ont contribué à ce projet. Et ma contribution quand j'étais à NRT, c'était de créer le caractère typographique qui sert à communiquer avec les voyageurs qui sont dans ce navire. Bien évidemment, quand on parle de navire de sauvetage, ça veut dire qu'on parle de différentes langues, différentes écritures, et il fallait en fait un caractère multi-script pour pouvoir être utilisé pour accueillir tous les types de ethnies en fait qui sont au bord de ce navire. Du coup, je suis parti par un police de caractère open source qui existait en latin et j'ai dessiné le caractère arabe, ourdou, persan pour ce système de caractère, pour cette police de caractère. Vous voyez ici cette police de caractère, cette famille de caractères, il était utilisé pour une marche qui était organisée à Marseille. Et voilà cet caractère typographique. Le nombre de caractères latins à la base, c'est l'icotique qu'on a utilisé. Et après, moi, j'ai nommé ce caractère arabe Palermo parce que je l'ai fait dans une résidence à Palerme, quand j'étais résidence à Palerme avec Institut français. Ici, vous voyez 3 différents textes, ourdou, arabe et persan, qui ont été rédigés avec cette police de caractère. Voilà, ça c'était pour vous donner un aperçu de mon travail en tant que dessinateur de caractères.
Et là, je veux vous parler de travail de recherche que j'ai mené au sein de ANRT, Atelier National de Recherche Typographique, à Nancy, pendant 1 an et demi à peu près. Je vais rentrer dans le sujet. En fait, au début du XXe siècle, sur l'acropole de Suse, en Iran, il y a un système d'écriture. Les archéologues ils ont découvert un système d'écriture qui était plus tard nommé ilamite linéaire. Vous voyez un facsimilé de ce système d'écriture. Et vous voyez un objet avec les signes de ilamite linéaire gravés. Ilamite linéaire qui a des signes géométriques simples et complexes est trouvé en fait gravé dans différents matériaux tels que pierre, argile, métal et jusqu'à maintenant on a trouvé aussi un sceau en or. Tous les objets ils ont pas très bien préservé, du coup ils n'ont pas une très bonne lisibilité. Certaines inscriptions, notamment celles qui sont sur la pierre, sont très altérées par les intempéries. Du coup, pour moi, ça a un peu rendu l'analyse de ces objets, de cette écriture un peu difficile par moment. Aujourd'hui, il y a 43 objets contenant les inscriptions ilamite linéaires ont été découverts à travers les différents sites archéologiques en Iran. On nomme ces objets par l'ordre alphabétique de A à Z et A' à R' jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ces objets ils se trouvent dans différentes parties du monde et malheureusement il y a juste 6 d'entre eux qui se trouvent dans les musées iraniens. Vous voyez ici, la plupart ils sont dans le Louvre. Il y a un dans le musée de Los Angeles et le reste ils sont dans les différentes collections privées dans les différents endroits du monde. Du coup, pour comprendre ça vient d'où ce système d'écriture, on va aller regarder c'est quoi la civilisation des langues. Jusqu'à maintenant, ce qu'on connaît par rapport à l'invention, l'apparition de l'écriture, c'est qu'en fait l'écriture, il a été émergé dans 3 différents endroits simultanément en Proche-Orient, en Égypte, en Mésopotamie et en Iran. Qui date de 3500 avant Jésus, avant notre ère. On ne connaît pas énormément de choses sur les origines de hiéroglyphes égyptiens, mais on connaît à peu près qu'en fait les signes, l'écriture ilamite, proto-ilamite et proto-cunéiforme, qui sont les premières écritures du monde jusqu'à maintenant qu'on connaît, ils sont développés à partir des formes antérieures de comptage, de comptabilité dans la région. Vous avez probablement en fait beaucoup d'entendu parler de Mésopotamie et Égypte, mais moins d'Ilam, qui est le sujet d'aujourd'hui. Du coup, Ilam, c'est une civilisation qui était en voisinage de Mésopotamie. À la fin du 3e millénaire avant Jésus, il occupait presque la moitié sud de l'Iran, du plateau iranien, l'Iran actuel. Bien évidemment, ce territoire, il y avait beaucoup de changements dans ce territoire à travers le temps. Et à la fin, dans la période achéménide, 500 avant notre ère, il a été réduit seulement à la ville de Suse, l'acropole de Suse. La particularité de cette civilisation, c'est en fait la structure gouvernementale confédérée, dans laquelle en fait différentes populations sédentaires et nomades étaient unies au sein
au sein des mécanismes assez complexes. En contraste avec Mésopotamie, qui était plutôt en fait les premières villes, les grandes villes comme Uruk par exemple. Mais le nom Elam, c'est un exonyme, ça ne vient pas de population locale, c'est un nom inventé par les scribes mésopotamiens. Les Ilamites eux-mêmes, ils appelaient leur pays Hotamti. Pour vous donner en fait un aperçu simple, voici les différents systèmes d'écriture qui étaient utilisés pour transcrire la langue ilamite. Comme je vous ai déjà précisé, la différence entre l'écriture et la langue, ici on voit aussi ilamite linéaire, la langue ilamite, il était utilisé avec différentes écritures. L'un de ces écritures, c'est ilamite linéaire. Et plus tard, avec les hégémonies de pouvoir de Mésopotamie, ils étaient obligés d'utiliser la cunéiforme, une variation de cunéiforme mésopotamien. Là, ici, on voit le diagramme simplifié de l'invention de l'écriture. Vous voyez qu'en fait, en Mésopotamie et Ilam, il y avait les tablettes numériques, les premières formes de l'écriture. Après, on a deux branches, proto-ilamite et proto-cunéiforme, et ilamite linéaire qui arrive à la suite de proto-ilamite. C'est une écriture développée de proto-ilamite. Et du coup, il était utilisé environ vers 2300 avant notre ère, jusqu'à 1880 avant notre ère. Jusqu'à maintenant, ce qu'on connaît, à travers les objets qu'on a trouvés en fait. Pour mettre en photo, vous voyez en fait de deux différents chemins que l'écriture il a parcouru en Proche-Orient. Vous voyez les tablettes numériques, et après en Mésopotamie, on a proto-cunéiforme qui a donné naissance au cunéiforme, et à Ilam, qu'on a proto-ilamite qui a donné à ilamite linéaire. Cette écriture, l'ilamite linéaire, est restée indéchiffrée jusqu'à récemment. En 2000, François Dosset, un archéologue français que en fait, peut-être vous avez rencontré lors de précédents festivals de Strasciran, mais il va également présenter ses recherches sur le déchiffrage de ces systèmes d'écriture dimanche. En 2017, il a commencé à déchiffrer l'ilamite linéaire. Bien évidemment, il a commencé bien avant ça. Pendant des années, il a habité en Iran et il a travaillé sur le sujet, mais en 2017, il a évoqué qu'en fait, il a réussi à déchiffrer ce système d'écriture. Et en 2020, François Dosset avec Kambis Tabibzadeh, Mathieu Kervan, Jean Pedro Bazello et Gianni Marashi ont annoncé qu'il avait déchiffré l'ilamite linéaire. Et l'année dernière, les 5 archéologues, ils ont publié l'article officiel de déchiffrement dans l'un des journaux les plus importants de l'archéologie, qui est Zeitschrift Archäologie, désolé pour mon allemand, et, qui était plutôt bien perçu par les différents chercheurs. Dans cet article, il explique que l'ilamite linéaire, c'est un système d'écriture alpha-syllabaire, un système très efficace qui fonctionne seulement avec 5 voyelles, 12 consonnes et 66 syllabes, comme vous voyez dans le tableau. Ce déchiffrement a beaucoup d'importance parce qu'en fait, il peut bouger notre croyance par rapport à l'invention de l'écriture. Il montre que la phonétisation de l'écriture, il est arrivé dès le début en fait des premières étapes de l'invention d'écriture. Parce qu'en fait, avant ça, on pensait qu'en fait, il arrive beaucoup plus tard l'évolution
hiéroglyphe égyptien qui a donné naissance à l'écriture proto-sinaïtique, qui était considérée les premiers systèmes d'écriture complètement phonétiques. Mais là, on voit qu'en fait, beaucoup avant ça, en Ilam, on avait premier système phonétique. Et ben, en fait, parallèlement, pour donner une comparaison, parallèle à ça, les Égyptiens, ou par exemple en Mésopotamie, ils utilisaient toujours les monogrammes, des logogrammes, désolé. Des logogrammes, alors qu'en fait, en Ilam, on est arrivé à un système très efficace. En 2021, moi, j'ai rejoint l'ANRT, Atelier National de Recherche Typographique à Nancy. C'est un centre de recherche à Nancy qui accueille des chercheurs pour faire des recherches sur tout ce qui est l'écriture, la typographie et les questions liées à la question de l'écriture et typographie. Mon projet à NRT, c'était de concevoir une solution typographique inclusive basée sur la recherche approfondie des inscriptions qui rendent transmission numérique de ces systèmes d'écriture possible, qui rend la reproduction de ces systèmes d'écriture possible, et qui va aider les archéologues, les linguistes, les philologues, les historiens et les chercheurs en typographie lors du processus de rédaction et de publication de leurs recherches. Cela pourrait également contribuer à préserver cette ancienne écriture et lui donner une nouvelle vie à travers des supports contemporains comme par exemple imprimé ou numérique. Dans ce projet, j'avais la chance de travailler avec François Dosset. Cela m'a permis d'avoir accès à des références archéologiques le plus récents, le plus pertinents, mais aussi comprendre les besoins d'un archéologue, principalement lui en fait, qui travaille sur le sujet, et trouver les solutions adaptées à ses besoins. Créer la première représentation typographique pour une écriture, c'est assez délicat parce qu'il n'y a pas d'autre modèle, on part de zéro en fait. Il n'y a pas de comparaison, on n'a pas de point de comparaison. Il y a juste en fait notre source, c'est des inscriptions gravées sur pierre, argile. Et du coup, ça peut être délicat parce qu'en fait, ça va donner une identité à ces systèmes d'écriture, identité contemporaine. Du coup, moi, j'ai essayé de rester très neutre face à ce système d'écriture, ne pas avoir les préjugés, et ne pas transposer les règles typographiques, les connaissances que j'ai, par exemple, de latin ou arabe, pour dessiner les caractères de l'Ilamite linéaire, parce que, en fait, c'est un système d'écriture complètement différent, et il fallait que je juge qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de la nature de ce système d'écriture. Donc, du coup, les règles typographiques comme la graisse, le contraste, pour ceux qui connaissent, le gris de texte, les proportions et tout ça, il fallait que en fait, je re-questionne tout ça. Parce que ces normes, ces termes qui ont été en fait établis pour latin ou arabe, ça fonctionne pour latin et arabe. Ça ne fonctionne pas pour une écriture qui est gravée, qui est beaucoup plus ancienne. Et aussi, en fait, je devrais considérer les supports contemporains, parce qu'en fait, ce système d'écriture, à l'époque, il était gravé sur différents matériaux, mais aujourd'hui, ça va être imprimé, ça va être affiché sur l'écran. Du coup, il fallait que je n'oublie pas, en fait, ce changement de médium, en fait. Presque tous les signes de Ilamite linéaire, ils semblent être abstraits et très géométriques. Mais comme ils étaient gravés à la main, bien évidemment, ils ne sont pas très réguliers. Du coup, mon premier instinct, c'était de dessiner et concevoir les signes géométriques, très cohérents et homogènes.
mais je pensais qu'en fait, ce n'est pas une approche très scientifique, parce qu'en fait, il fallait questionner c'est quoi la notion de géométrie. Pour nous, aujourd'hui, après tout ce qui est fait par les Égyptiens, par les Babyloniens, ou par exemple de ceux qu'on connaît de géométrie euclidien, c'est très facile à nommer quelque chose de géométrique. Mais il fallait que je vérifie est-ce qu'en fait, le graveur qui habitait il y a 4500 années, est-ce qu'il avait la même conception et compréhension de géométrie ou pas? Du coup, il fallait que je questionne toutes ces en fait, notions de nouveau, de zéro. Du coup, pour répondre à cette question, j'ai décortiqué en fait cette question à 4 différentes catégories: symétrie, la cohérence, abstraction et géométrie. Du coup, je me suis demandé est-ce qu'en fait la question de géométrie il était connue par les êtres humains à cette époque-là? Est-ce qu'ils étaient conscients de créer quelque chose de géométrique? Et en faisant des recherches, j'ai compris qu'en fait les formes géométriques abstraites, ils datent de beaucoup plus avant que ça. En fait, les êtres humains, ils étaient déjà familiers avec cette notion. Il existe plus de 5000 peintures géométriques répertoriées dans 146 grottes paléolithiques européennes, datant de 40 000 à 10 000 années avant notre ère, bien avant que les Élamites existaient. Du coup, après ça, j'ai essayé de traiter la question de symétrie. Pour cela, j'ai commencé à travailler avec les 4 signes les plus attestés dans ce système d'écriture. Vous voyez, les 4 signes, c'est la signe qui représente le son A, R, T et le barre de division. J'ai commencé à détacher le signe A dans toutes les inscriptions où il était attesté. J'ai changé la taille pour qu'en fait ils ont la même taille à peu près, pour enlever la question de taille et plutôt en fait me concentrer sur la question de proportion. Déjà ici, j'ai pas aperçu un élément asymétrique qui est répété. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas vu que par exemple, ils sont tous un peu plus grands à gauche. Voilà, il n'y a pas ce motif répétitif que j'ai pu apercevoir. Et puis, j'ai commencé à tracer fidèlement ces signes. Et puis, superposer tous ces tracés pour avoir une forme moyenne. Du coup, en fait, en superposant, j'ai constaté qu'en fait, la forme moyenne, ce qu'on voit, ça rapproche beaucoup à un losange plutôt symétrique. J'ai répété le même processus avec le signe qui représente le son Ré. Et malgré une forme plus complexe, j'ai pu avoir la même conclusion. Et puis, la question de cohérence. Pour ça, j'ai comparé un signe qui était répété plusieurs fois dans une inscription et j'ai vu qu'en fait, les similarités, c'est assez marqué. Comme vous voyez ici, dans chaque ligne, le signe qui est répété, il garde la même proportion, la même taille. Mais aussi les signes qui se ressemblent, qui ne sont pas identiques, ils gardent aussi les mêmes aspects en fait visuels. Par exemple, vous voyez, dans chaque ligne, il y a une sorte de cohérence. Les signes qui ont par exemple la forme losange, ils sont plus ou moins été gravés avec les mêmes proportions, les mêmes tailles. Et dans cette analyse, j'ai aussi compris qu'en fait, les proportions entre les lettres aussi, ils sont conservées. Par exemple, vous voyez qu'en fait, le signe qui a un losange,
il est toujours plus petit que le signe qui représente le son Ré. C'était un peu évident aussi parce qu'en fait, si on veut les donner la même taille, les signes qui représentent le son A, ça devient trop large en fait. Et puis la question de l'abstraction, comme on a déjà regardé avant, l'élamite linéaire, il vient d'un ancien système d'écriture qui s'appelle proto-élamite. Et le proto-élamite, c'est une écriture qui était écrite avec un stylet sur argile, comme vous voyez, un peu comme cunéiforme. La plupart des signes qu'on trouve sur l'élamite linéaire, ils ont un équivalent potentiel dans proto-élamite. Par exemple, ici, vous voyez en fait comment les signes ils ont évolué de proto-élamite à élamite linéaire. Ce qui est intéressant pour moi, de constater qu'en fait, déjà dans tous les deux systèmes d'écriture, les signes ils sont très abstraits. Ils représentent pas un objet ou un être. Ils sont dans une abstraction complète qui est assez impressionnant pour cette époque. Et puis, on voit qu'en fait, à travers cette évolution, la trace de l'outil, il est plutôt en fait disparu. Par exemple, vous voyez la trace des cercles qui était fait avec un stylet rond. Il était simplifié et stylisé à une sorte de contour de cercle ou demi-cercle. Pareil, les lignes, les gravures, les traces triangulaires, ils étaient en fait transformés et ils ont devenu les lignes tout simples. Et les traits, ils sont plus en plus attachés pour faire les formes complètes en fait. Alors que dans le proto-élamite, on voit qu'en fait, les traits, ils étaient posés un par un et il y a des fois les détachements entre les traits. Et puis, il y a un objet assez particulier, un vase de Mahardasht, qui est dans le musée d'archéologie en Iran, qui est assez exceptionnel parce que l'écriture c'est très très bien maîtrisé dans cet objet. L'inscription est très très bien calculée. Vous voyez, l'écriture il commence, la qualité c'est pas top, mais l'écriture il commence devant le visage et il tourne autour du vase et il finit derrière la tête. L'espacement entre les signes, ils étaient très très bien calculés. Ils étaient centrés entre deux lignes. Les proportions, les tailles, ils étaient tous gardés très très cohérents et homogènes. Et pour moi, c'est un indice en fait pour montrer l'intention de graveur. Si on a un objet comme ça qui était fait avec cette qualité, ça montre qu'en fait l'intention de graveur, c'était plutôt ça. Et puis, l'autre étape de mon travail, c'était aussi de essayer et pratiquer moi-même, graver sur l'argile, les signes de l'élamite linéaire. En fait, en typographie, on essaye d'expérimenter nous-mêmes parce que le trace de l'outil, ça nous donne un indice de comment dessiner les signes après. Il n'y avait pas de recherche qui était faite sur les outils avec lesquels cette écriture il était gravée. Du coup, moi, je n'avais pas beaucoup de données. Mais avec ces expérimentations et aussi, en fait, comparant ce système d'écriture avec les gravures, par exemple, anciennes gravures grecques, j'ai pu déduire les hypothèses sur la question de l'outil utilisé pour graver sur argile, sur métal ou sur pierre. Par exemple, il y a un phénomène qui était assez intéressant pour moi, de voir qu'en fait, au bout des traits, le trait il devient plus fin et au milieu, c'est plus épaisse. Il y a une forme particulière des traits qu'on le voit partout. Et du coup, j'ai déduit plutôt qu'en fait, cette qualité
La raison de cette qualité, c'est plutôt en fait la forme de surface déjà, qui est une surface courbée, qui ne laisse pas l'outil arriver à tous les espaces de matériel, mais aussi la question de l'outil courbé qui donne suite à cette forme en fait. Et aussi la question de pression de l'outil qui est utilisé pour élargir les traits. Quand on va plus profondément, bien évidemment, il y a plus de l'outil qui arrive à matériel, du coup les traits ils deviennent plus larges. Du coup, tout ça, c'était des recherches qui a donné naissance à la caractère typographique, la solution typographique que j'ai dessinée qui s'appelle HotEmpty. Du coup, je vais expliquer brièvement en fait le processus de dessiner cette caractère typographique. Du coup, j'ai commencé à dessiner la forme losange ou la signe qui représente le son A, parce qu'en fait c'est un signe pas seulement qu'il est attesté le plus dans les inscriptions, mais aussi vous voyez qu'en fait c'est une forme qui domine cette écriture. En ajoutant des formes en haut et en bas ou dans cette forme, on va avoir d'autres signes qui représentent d'autres sons dans ces systèmes d'écriture. Du coup, en consacrant des espaces en haut et en bas de la forme, j'ai essayé de garder cette forme cohérente à travers différents signes. Et au contraire, en fait, pour le signe qui représente le son Ré, comme il n'y a pas d'élément qui ajoute en haut et en bas, il prend tout l'espace vertical. Mais aussi parce que j'ai constaté dans les inscriptions que les proportions, c'est plutôt comme ça. Le R, il prend plus d'espace vertical que le A. Et du coup, j'ai appliqué le même système par rapport des autres signes et éventuellement, finalement, je suis arrivé à une sorte de système qui me permet d'avoir 4 différentes tailles pour chaque signe. Comme vous voyez, les signes qui prennent tout l'espace vertical, les signes qui prennent entre les deux, et voilà, les signes qui ont un élément en bas, les signes qui ont un élément en haut. La plupart des signes, ils ont rentré facilement dans ce système, mais je ne voulais pas qu'en fait ce système, il me dicte en fait le dessin. Je voulais être resté fidèle à l'écriture. Du coup, il y avait certains signes. En analysant dans les différentes inscriptions, j'ai vu que ça ne rentre pas dans le système. Du coup, ils font des exceptions, qui sont plutôt 5% des signes, qu'ils font des exceptions. L'autre étape, c'était qu'en fait, cette écriture, bien évidemment, il est utilisé dans le cadre scientifique, dans les articles scientifiques, et il est utilisé avec latin ou avec l'arabe. Puisqu'en fait cette écriture il est mort, en fait il est plus vivant. Du coup, il fallait absolument que je teste comment il fonctionne avec le texte latin ou arabe ou persan pour voir les limites. Et du coup, en fait, j'ai compris que comme les traits ils sont assez fins comparés avec le latin ou arabe, parce que dans le latin ou l'alphabet arabe, l'alphabet perso-arabe, il y a l'épaisseur de l'outil, mais dans ce système d'écriture, l'épaisseur des traits ils sont très fines. Ça peut paraître très invisible comparé à d'autres systèmes d'écriture. Du coup, pour récompenser ça, j'ai grandi la taille des signes. Vous voyez qu'en fait ils sont plus grands, plus hauts que les signes arabes ou latins. Du coup, comme ça, il n'y a ni l'un ni l'autre qui impose, mais ils peuvent travailler ensemble très bien. J'ai dessiné 2 graisses différents pour cet style, qui est style avec du contraste. En gros, le contraste, quand on parle de contraste en typographie, c'est la différence entre plein et délié, le partie épaisse et le partie fine. J'ai dessiné deux graisses. Celle qui est plus gras, il est adapté pour utiliser avec le texte
en persan ou en arabe en gras, ou avec le latin qui est en gras. Comme ça, on garde toujours le même rapport entre les deux systèmes d'écriture. Et éventuellement, j'ai aussi dessiné un autre style qui est un style linéaire, qui n'y a pas cette contraste. Cet style, il représente le squelette de ce système d'écriture. Le trace de l'outil ici, il n'est pas important, alors qu'en fait dans le style avec contraste, on garde le trace de l'outil, on garde la matérialité de ces systèmes d'écriture qui étaient gravés sur pierre ou argile, mais dans le squelette, on s'intéresse seulement à la représentation graphique de ces signes. D'autres problématiques dans ce projet, c'est que certains signes, à cause de l'érosion, à cause de problèmes de conservation des objets, ils ne sont pas très lisibles. Ça arrive souvent dans l'archéologie, ça. Du coup, pour représenter ces signes, moi, j'ai introduit une sorte de hachure, une sorte de grattage, on peut dire, sur les signes. Ça veut dire qu'en fait, en codant, en utilisant ces systèmes d'écriture, si on appuie le touche étoile après un signe, il y a une sorte de hachure qui est superposée sur la signe. Si on appuie 2 fois, le hachure il devient plus dense, et si on appuie 3 fois, la signe disparaît. Pour montrer les différents degrés d'érosion des matériaux. Ici, vous voyez comment ça fonctionne. Et puis, comme en fait ce système d'écriture, il n'a pas de clavier, il fallait penser comment taper les signes dans les supports numériques. Du coup, pour ça, j'ai utilisé la fonctionnalité de ligature. On peut taper les sons des lettres en latin et automatiquement, ce caractère typographique les change à les caractères dynamiques linéaires. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la question de l'Unicode. L'Unicode, c'est un standard mondial des signes de l'écriture. Vous voyez par exemple quand vous envoyez un emoji à quelqu'un, il reçoit exactement le même emoji. Il y avait à une époque, cet standard il n'était pas assez répandu. Du coup, par exemple, on envoyait un emoji de smiley et l'autre, il recevait un carré vide ou un croix. Cet standard mondial, Unicode, il sert à vraiment standardiser tous les systèmes d'écriture et tous les emojis pour qu'en fait, on peut transmettre, on peut communiquer à travers les supports numériques. Malheureusement, ce système d'écriture, il n'est pas encore dans l'Unicode. Mais le but, c'est qu'en fait, en proposant ce système d'écriture à l'Unicode, bientôt, je ne sais pas quand, mais on va essayer d'intégrer ça dans l'Unicode. Une fois c'est intégré dans l'Unicode, on peut même taper les textos ou les textes avec ce système d'écriture. On peut envoyer aux autres. Ici, dans cette image, vous voyez les 4 différents niveaux de transcription d'un objet archéologique. Vous voyez, il y a la photo de l'objet, la photo de l'inscription, le facsimilé, les archéologues, normalement, ils le font un dessin à la main, et puis la représentation typographique. Et puis, dans ces images, je vais vous montrer quelques exemples de transcription d'un objet. Et avec les valeurs phonétiques que vous voyez à côté, en bas de chaque signe. Et voilà le tableau qui montre tous les glyphes que j'ai dessinés pour ce système d'écriture. Après ça, c'est juste l'un des masters, l'un des graisses. Il y a 4
master différents, bien évidemment. La version contrastée en bold, en light, et la version linéaire en bold et en light. Et j'ai essayé de dessiner tous les caractères qui sont attestés dans les objets. Normalement, le déchiffrement a réussi à lire la plupart des caractères, mais il y a juste une petite partie, je pense que 5%, qui ne sont pas encore déchiffrés, mais quand même j'ai essayé de les intégrer parce que ça va évoluer bien évidemment. Un jour, plus d'objets seront trouvés et on va pouvoir lire tous les caractères. Et voilà, merci beaucoup. Merci, et si vous avez des questions, moi je suis là pour vous répondre. Ouais. Merci, bonsoir. Mal parce qu'il y a une résonance dans la salle. Alors je me présente, je suis Julien Massili, je suis professeur de département de l'Université de Strasbourg. Ma thèse était sur l'archéologie française en Perse, plus particulièrement sur l'édition de Dieu la foi et de Jacques Lemoyne à Suse. La thèse a été soutenue en 2002 à la Sorbonne et a reçu le prix de thèse donnée aux États-Unis. Alors, Jacques dédié la foi après la première bataille, il va respecter la convention archéologique. Dans ces éditions, il est interdit le retour, mais on obtient finalement l'autorisation pour venir et ramasser leurs affaires. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont acheter les briques avec des inscriptions qui ont été découvertes à Boucher, qui vont faire entrer au Louvre sous l'appellation des briques de Suse. Une chercheuse au CNRS, une francophone, madame, qui a passé toute sa vie à déchiffrer ces inscriptions et qui ne comprenait pas pourquoi ces inscriptions n'ont rien à voir avec Suse, et qui finit par cette conclusion comme quoi probablement les Élamites ont emporté ces briques de Chorozambil ou d'ailleurs comme trophée, alors qu'en réalité c'était la volonté de la foi pour faire entrer ces découvertes, autrement dit déformer l'histoire d'une ville portuaire qui est Boucher, autrement dit pour les gens dans la salle. Imaginez que des briques ont été découvertes à Strasbourg, on le fait entrer au Louvre sous l'appellation des briques découvertes à Paris. C'est cette distance. C'est cette distance même plus entre Boucher et Suse. Alors, quand vous, en tant que compatriote, je vous dis, quand vous passez tellement de temps pour ce que vous faites, c'est merveilleux. Pour déchiffrer ou utiliser de la technologie, d'accord? Mais étant donné que vous vous basez sur des travaux qui existaient avant et des appellations qui existaient avant, je suis sûr et certain que vous finissez à dire que ce sont des écritures élamites de Suse, comme cette dame qui n'a pas pu... Donc faites attention, s'il y a 500 briques dont j'ai les codes, s'il y a ces 500 briques dedans, il ne s'agit pas des briques de Suse, il s'agit des briques de Boucher. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc il faut rendre à Boucher son histoire de Boucher. Ça c'est la première information. La deuxième, en fait maintenant c'est ma question. En parallèle de mes études, depuis 30 ans, je m'intéresse aussi à la police
les caractères qu'on utilise avec les numéros d'ASCII, etc., etc. Et personnellement, j'utilise la dernière que j'utilise pour mes publications, c'est des âges. Dans les écritures de Roshan que vous avez montré, l'oral, etc., etc., je n'ai pas vu Hamzé, je n'ai pas vu Tashdid, je n'ai pas vu Tanwin, alors qu'on les utilise, même si ça vient de l'arabe, on les utilise. Est-ce que c'est une volonté ou non? Dans l'exemple que vous nous avez montré, il n'y a pas de Hamzé, il n'y a pas de Tashdid ou Tanwin. Ça, c'est la première question. Et après, je donne la parole aux autres, si c'est possible, j'ai encore d'autres. Merci. Merci beaucoup. Oui, en fait, moi, je suis... En fait, ce que vous parlez, les différents objets. Bien évidemment, moi, je suis pas archéologue, je ne veux pas prononcer mon avis par rapport à ça, mais François, en fait, dimanche, il sera là et il sera plus apte à parler de ça. Mais quand François il a pu lire les articles, lire les tablettes, il connaît à peu près chaque tablette ou objet, en fait en général, ça vient d'où. Notamment dans cet article, il y a un tableau qui montre chaque objet il était trouvé où, mais potentiellement ça vient d'où. Moi, je juste dis qu'en fait, ils étaient trouvés à Suse, mais moi, je n'ai pas prononcé que cette tablette il vient d'où. Les premières en fait, inscriptions, ils étaient trouvés à Suse, mais après, aujourd'hui, je pense que François, il est capable de dire en fait probablement, parce qu'il y a des variations. Ces systèmes d'écriture à travers le Est et l'Ouest de l'Iran, ils étaient évolués, ils étaient utilisés différemment. Du coup, en connaissant ces différences, il faut vous donner un indice, chaque objet, ça vient. Et pour la deuxième question, bien sûr qu'il y en a tous les diacritiques, parce qu'en fait, c'est impossible de concevoir un caractère typographique arabe ou persan sans les diacritiques. C'est une obligation et il faut y avoir, peut-être dans les exemples que je n'ai pas mis, mais dans les tables des caractères, il y en a. Sinon, on ne peut pas taper toutes les choses possibles. Par exemple, l'un des tests qu'on fait, en persan, bien évidemment, on utilise moins certains diacritiques, mais en arabe, ils sont beaucoup plus utilisés. On teste tous les textes. Par exemple, les textes, soit les textes religieux qui utilisent beaucoup de diacritiques ou les textes normaux, scientifiques, pour tester qu'en fait le caractère typographique, ça fonctionne très bien. Il y en a bien tous les diacritiques, Tashdid, Hamza, voilà, c'était le but d'intégrer tout ça. Merci. Ouais. Alors, encore, ce n'est pas mon domaine, mais d'après ce que je connais, il y a une différence entre ces tablettes et proto-élamites. Les tablettes proto-élamites, ils parlent plutôt de la question comptabilité. Tout évidemment, en fait, combien de portions de blé ça appartient à qui. Mais ces tablettes, paradoxalement, il n'y a pas les chiffres et c'est plutôt en fait consacré à des dédicaces. Par exemple, le vase de Mardash, il parle de, par exemple, cette vase, c'est un cadeau, c'est un offert à l'adio de, voilà, en fait, de différents personnages, différents noms, mais c'est plutôt les dédicaces royales, en fait, voilà. Non, il n'y a pas de récit. Ils sont assez limités, les textes. Il y a 43 objets, 43 textes plus ou moins courts, et c'est plutôt dans cet ordre-là, en fait. Voilà. Merci. Oui, exactement. En fait, tous les signes qui étaient lisibles, qu'on pourrait
les lire. En fait, des fois, c'était assez compliqué parce que certains signes, ils étaient attestés juste une seule fois. Et c'est notamment ces signes qui posent des problèmes de déchiffrement. Mais tout ce que j'ai pu constater en fait sur les inscriptions, que j'ai compris que c'est un nouveau signe et c'est pas juste une variation d'autres, j'ai essayé d'intégrer dans le caractère typographique. Voilà. Et après, pourquoi ils sont plus nombreux qu'en fait le tableau des signes? Parce que chaque signe, il y a différents variants. Par exemple, imaginons le son nez, il était représenté avec différentes formes. Et moi, j'ai essayé de tous intégrer dans le caractère. Parce que quand on va transcrire les objets archéologiques, on a besoin de tout ça. Du coup, on va transcrire en fait. Du coup, pour l'instant, oui, j'ai essayé d'intégrer tous les signes qui sont répertoriés, qui ont été perçus sur les objets. Demain, si on trouve un autre objet avec un autre signe, je dois mettre à jour cette caractère typographique. Voilà. Encore une deuxième question, si vous permettez. Vous avez démontré aussi que le signe sont intégrables dans un système de ligne supérieure, ligne inférieure, si j'ose dire. Ouais. Donc une certaine hauteur par rapport, on va dire, de la lettre. Est-ce que cela, la question qui se pose pour moi, ne représente pas déjà une très grande sophistication du système d'écriture? Et je reviens à ce que disait M. Nassiri. Est-ce que dans les autres écritures du proto-élamite, il y a aussi cette tendance de systématiser déjà entre ligne supérieure et ligne inférieure, par exemple? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment ligne supérieure et inférieure. C'est plutôt en fait assez direct. On écrit élamite binaire comme on écrit latin. C'est par ligne. Et une fois la ligne s'est remplie, on va à la ligne. C'est plutôt comme ça. C'est juste la particularité, c'est qu'en fait, il n'y a pas une ligne de base que les signes ils se posent sur la ligne de base. C'est plutôt en fait centralisé sur une ligne. La direction de l'écriture, ça varie. Des fois, c'est droite à gauche, des fois, c'est de gauche à droite. Ça, c'est particulier. Pour proto-élamite, c'est un peu plus compliqué. C'est un système d'écriture qui n'est pas encore déchiffré. Il y a deux avis différents. Certains ils disent que ça se lit de gauche à droite et certains ils disent qu'en fait ça se lit de haut vers le bas. Du coup, ça dépend comment on tient le tablette. Comme on ne peut pas encore le lire, il y a une sorte de débat entre les archéologues qui n'est pas résolu encore. Pour l'élamite linéaire, c'est moins compliqué parce qu'aujourd'hui on peut lire les signes. Du coup, on sait très bien que c'est droite à gauche ou gauche à droite et par ligne, on va remplir les tablettes. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt simple parce qu'en fait, il n'y a pas d'attachement. C'est encore plus simple que par exemple l'arabe, l'écriture arabe ou persan, parce qu'en fait, les lettres en arabe ou persan s'attachent. Mais ici, chaque signe, il y a une distance, il y a un espace entre les signes. Et voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une notion de mots et de ponctuation? Non, la seule ponctuation, c'est le bar que je vous ai montré. Il y a un bar que des fois, on met espace entre les phrases ou les mots. Voilà, c'est la seule chose, il n'y a pas de ponctuation. Mais il y a une notion de mots? Oui, il y a une notion de mots. La phrase, je ne suis pas très au courant parce qu'en fait, je ne maîtrise pas la langue. En fait, en gros, cette langue, la langue élamite, c'est une langue isolée. Il est disparu aujourd'hui et il n'a pas donné naissance à une autre langue et il ne vient pas de notre système d'écriture non plus, ou de notre système linguistique non plus. Du coup, il y a cette notion d'isolat linguistique et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, heureusement, il y a des spécialistes qui peuvent lire la langue élamite grâce à les inscriptions multilingues. Par exemple, l'élamite binaire, il était écrit avec cunéiforme aussi. Du coup, comme on savait lire cunéiforme, on a compris cette langue. Mais bien évidemment, les connaissances qu'on a par rapport à la langue, ce n'est pas aussi vaste. Il y a 43 objets, il n'y a pas tous les mots, il n'y a pas toutes les phrases. Du coup, c'est des questions qu'en fait, bien évidemment, dimanche, François, il peut répondre beaucoup plus facilement parce qu'il maîtrise plutôt cette langue. Voilà. Et sur le plan de la numération?
Non, on n'a pas trouvé pour l'instant les chiffres, les numéros dans les tablettes. C'est juste les signes qui ont des valeurs phonétiques. Voilà. Oui, bonjour. Avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait croiser les limites avec des centaines de milliers d'autres signes des runes, de l'Amérique du Sud, du Groenland, pour trouver s'il y a eu des échanges ou s'il y a eu des filiations? Oui, il y a cette idée qu'en fait, est-ce que l'intelligence artificielle il peut aider à déchiffrer le système d'écriture? L'intelligence artificielle, il est efficace quand il y a un énorme répertoire de bases de données en fait. Il faut une base de données. Pour Ilya Midliner, c'est un peu compliqué parce qu'il y a juste 43 objets. Comme j'ai évoqué, il y a certains signes qui ont été attestés juste une fois ou deux fois. Ça aide pas au niveau de déchiffrage et ça aide pas au niveau de dessin de caractères non plus. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait à la main. Genre, j'ai dessiné le tracé et je superposais. C'était possible pour les signes qui étaient attestés le plus. Pour les signes qui sont attestés 3 fois, je ne peux pas avoir la même déduction. L'intelligence artificielle, il est efficace surtout quand il y a un énorme répertoire. Pour proto-ilamite, on a ce répertoire qui est assez grand. Est-ce que ça va être efficace? C'est un domaine très nouveau. Je ne sais pas beaucoup. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de subtilités qui rentrent dans les détails que je ne suis pas sûr que pour l'instant on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle efficacement pour ça. Alors, si vous me permettez. Alors, je vais d'abord donner une petite explication pour répondre à votre question. Après, je vais vous poser une question. Nous n'avons pas les signes de ponctuation en Iran jusqu'à fin 19e, début 20e. Nous le prenons de l'Occident. Dans les textes médiévaux arabo-persans, comment on termine la phrase? Avec la lettre va, ça veut dire et. Autrement dit, on écrit ou be anja raft va. Dar anja khabid va farda az anja harakat kad. Donc c'est va dans cette phrase qu'on peut couper, on met tout simplement point et on comprend mieux. Donc c'est le va dans le texte médiévaux qui veut dire le point. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, ça c'est par rapport à l'écriture la plus ancienne, Hatamti. Au niveau de la langue persane, comme vous le savez, nous avons le vieux persan et le nouveau persan, la langue. Et au niveau de l'écriture, c'est cunéiforme et également ensuite Pahlavi et arabo-persan. En parallèle de ça, nous avons la langue et l'écriture avestique. La date remonte, mais c'est une langue ancienne. Étant donné que maintenant vous voulez faciliter notre travail des chercheurs, des historiens, c'est-à-dire si Unicode de ça est confirmé, on peut taper sur la touche A de l'ordinateur et on voit comment c'est en Hatamti. Est-ce que ça existe déjà ou, je ne sais pas, pour avestique et pour Pahlavi? C'est Unicode. Très bonne question. ANRT, l'un des programmes de recherche qu'on a à ANRT, ça s'appelle Missing Script, ça veut dire les écritures perdues, qu'on travaille sur le sujet des écritures anciens et donner les représentations typographiques à ces systèmes d'écriture. Il y avait un autre chercheur iranien qui s'appelle Amir Mehdi Moslehi qui a travaillé juste sur Book Pahlavi. Du coup, il a créé un caractère typographique qui s'appelle Mehraban. Aujourd'hui, il existe dans le fondu de caractère Rosetta. Vous pouvez aller télécharger, c'est gratuit. Et vous pouvez utiliser bien évidemment. Pour Pahlavi, il y avait ça, juste une version, c'est de Book Pahlavi. Moi, je ne maîtrise pas le sujet exactement, mais apparemment, il y a différents types que vous connaissez mieux que moi. Mais, par exemple, cunéiforme aussi, il y avait des tentatives qui étaient faites, mais pas pour toutes les écritures, parce qu'en fait, bien évidemment, c'est compliqué parce que c'est des écritures qui sont plus utilisées. Trouver les financements, trouver les chercheurs qui travaillent sur le sujet, c'est un peu compliqué.
Mais on avance sur le sujet petit à petit. Du coup, le travail de Rami Mehdi, c'est assez remarquable. Il était mon collègue et il est un très bon calligraphe aussi. Vous pouvez regarder son travail et vous pouvez utiliser cette fonte bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un lien entre quelque chose de figuratif et le côté très géométrique du coup qu'on retrouve généralement dans les écritures comme justement les idéogrammes ou en Égypte? Est-ce que là on a pu trouver une similitude avec des objets existants ou avec la volonté de reproduire ça, ou alors c'est vraiment très géométrique et là on est plutôt dans le conceptuel? En fait, François, il pense qu'ils sont complètement abstraits. Ils n'ont pas de lien avec les objets. On voit certaines ressemblances. Par exemple, vous voyez au milieu, il y a des signes qui ressemblent des feuilles, mais ils ne représentent pas feuilles finalement parce que c'est un système phonétique. Du coup, ils représentent les sons. Est-ce que dans le proto-élamite, ils représentaient un concept? On ne connaît pas encore parce que ce n'est pas déchiffré. Mais François, il croit en fait que non, il y a une abstraction, il y a une distance entre les concepts et c'est le système d'écriture. Voilà. Et ce qui est assez impressionnant quand même, parce qu'en fait ça montre que les êtres humains, ils ont réussi ils avaient cette capacité d'abstraction des formes, de langue, très très tôt en fait. Voilà, ça c'est assez... Mais c'est en courant, toujours en fait, pour savoir proto-élamite comment ça fonctionne. Je pense que les questions peuvent être intéressantes pour les autres, c'est pourquoi je me permets, sinon après la séance je peux vous poser. Alors nous savons que la particularité du persan c'est d'avoir 32 lettres et 4 lettres de plus que l'arabe, ce qui nous permet de prononcer P, Tché, G et G. On prononce Paris, on écrit Paris, pas comme l'arabe qui dit Paris et qu'on écrit Baris. Est-ce que dans les sons qu'on voit ici, vous avez trouvé la trace de ces 4 sons, parce que nous sommes sur une région qui est frontalière entre plus tard l'arabe et aussi le persan. Est-ce que vous avez par hasard trouvé la trace? Oui, en fait c'est une bonne question aussi. Il y a certains sons qui existent dans ce système d'écriture comme P, par exemple, il y en a. Par exemple, il y a un roi très très important qui s'appelle Kuzu Shishinak. Du coup, on a le P, mais par contre, on n'a pas de B. Par exemple, pour l'instant, dans le système d'écriture, il n'y a pas de B, il n'y a pas de F, par exemple. Il ne couvre pas tous les sons qu'on utilise aujourd'hui en Iran actuel. Après, il y a cette question qu'en fait, est-ce qu'on est vraiment descendant de cette civilisation ou pas, parce que les Perses, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard, à la fin quand ils ont disparu cette civilisation, c'est des Achéménides, en fait, qui ont vraiment commencé à prendre le pouvoir. Et en fait, est-ce que, par exemple, on peut dire que les gens qui habitent aujourd'hui à Ilan, ils sont descendants de ces civilisations ou pas? Ça, c'est les questions que je ne peux pas répondre. Mais oui, il y a des sons, en fait, la plupart des sons qu'on utilise en persan, il est dedans, mais certains, ils ne sont pas. Par exemple, B, F, ils ne sont pas dedans. Du coup, G non plus, en fait, je pense. Ouais. Du coup, c'est assez... c'est un peu plus limité, en fait. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un texte en élamite Désolé, moi je ne suis pas archéologue, je ne maîtrise pas la langue, je ne peux pas vraiment... en fait, en regardant le tableau, vous pouvez simplement le lire. Hein. Si vous avez un objet, regardez le tableau de l'élamite linéaire que vous pouvez trouver sur Wikipédia très simplement. Vous pouvez lire n'importe quel texte élamite linéaire, puisque c'est un système d'écriture phonétique. Vous pouvez même écrire français ou persan avec ce système d'écriture, parce que c'est phonétique. Mais moi, je ne connais pas la langue, du coup, je ne peux pas... maintenant, en fait, je ne connais rien par cœur, désolé. Si vous venez dimanche, vous pourrez poser la question à François Bessé, qui est le déchiffreur de cette écriture et qui pourra vous lire un texte. Alors, c'est pas forcément une question, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça soit vraiment quelque chose qui était fait
avec quelques personnes peut-être sur les 48 objets, alors je ne sais pas comment c'est réparti, mais que du coup en fait ça soit vraiment un langage singulier comme on peut quand on est plus jeune inventer un langage entre quelques personnes pour communiquer, et qu'en fait du coup c'est très localisé, et voire c'est même peut-être carrément en dehors de n'importe quelle norme ou exercice de langage à ce moment-là, quoi. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ça intègre dans une question de royaume. Et quand on utilise une écriture dans la question de royaume, c'est plus répandu. Ce qui est impressionnant dans le système d'écriture, c'est qu'en fait, il est découvert dans les endroits très très distants. Par exemple, à Shahr el-Soufeh, qui est dans l'ouest de l'Iran, on a trouvé des objets. Et à l'ouest de l'Iran, à Ilam, on a trouvé aussi. Cette distance, c'est vraiment énorme. Du coup, ça montre qu'il y a un système d'écriture qui était répandu, qui était utilisé par beaucoup de gens dans cette région. Et deuxièmement, il y a ce contenu de ces écritures. On trouve les noms des rois, on trouve les noms des personnages très importants, et on voit en fait qu'il y a dans la même tradition de l'écriture qu'on trouve dans le Mésopotamie ou Égypte, c'est dans le même statut. Pourquoi il était disparu? Il y a différentes hypothèses, mais il y a hégémonie de pouvoir de Mésopotamie, et puis les Achéménides aussi. Et alors qu'en fait c'était beaucoup plus efficace qu'uniforme, et c'était beaucoup plus efficace qu'idéogramme, en fait, c'était phonétique. Mais la question d'écriture, il est toujours liée à la question de pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est décidé par l'État. Du coup, il a disparu à un moment donné, la langue et l'écriture aussi. D'autres questions ou informations? Oui? Oui? Je vous en prie. Pour ne pas laisser passer un point qui est important, qui vient d'être évoqué, en fait, nous devons toujours contextualiser l'information que nous avons et enlever les lunettes de nous du 21e siècle pour voir une civilisation ancienne. Pourquoi je dis ça? Parce que il ne faut pas oublier que la société, dans la période antique, on avait des castes sociales. Et dans quelle caste on savait lire et écrire, on apprenait, c'est la caste des Dabiran, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de correspondance. La plupart des gens, y compris les rois, étaient illettrés, parce qu'il fallait savoir chasser, il fallait savoir monter à cheval, il fallait savoir faire le jardinage. Ces trois choses, un roi devait le savoir. Donc, nous avons des castes, cette caste qui s'occupe de correspondance, et donc il y a le lien entre Elam, Giroft, Sialk. C'est pourquoi on trouve ce genre de choses. Et plus tard, je vais juste pour vous dire en fait, ça pour nous, ça peut paraître maintenant difficile à imaginer, la vie quand il y a la caste sociale, mais c'est aussi en quelque sorte, c'est la clé de réussite de la langue de persan, de pouvoir continuer à exister à travers des siècles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand l'Iran est envahi à travers les siècles. D'abord, c'est l'arrivée des Grecs avec Alexandre le Grand, puis les Arabes, ensuite les Mongols. À chaque fois, quand on prend le pouvoir, on a besoin de ce caste qui s'occupe des correspondances, qui sait lire et écrire. Alors, quelle est la langue dans la société? C'est le persan, mais le persan parlé. Le persan parlé, tout le monde parlait. Que ça soit dans vieux perse, moyen perse, pahlavi, nouveau perse, c'est la langue parlée. Et le parler, si je vous donne un exemple, le seul exemple en français que je peux vous dire, vous dites en français « je sais pas », mais vous écrivez « je ne sais pas ». En persan, il y a carrément une langue en parallèle. On dit Miram, on écrit Miravam. Inja Vamissam, on écrit Inja Istadeam. Vous voyez? Donc, celui qui sait écrire et lire Inja Istadeam, c'est la couche, c'est la caste de Dabiran. Sinon, les gens parlaient tous. Et c'est pourquoi cette langue continue à exister et continuera à exister. Parce que, à côté, nous avons l'afse kalam, la langue de correspondance, tout en parallèle.
Donc c'est pourquoi vous avez ces exemples à Giro, etc. Et comme vous avez dit, tout le monde savait écrire. C'est juste de donner cette précision pour ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? D'autres éclairages? On a fait le tour? Très bien. Ben, merci encore à Sina. Je propose que nous remercions chaleureusement Sina. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez nous rejoindre ce dimanche et venir à la rencontre de François Dessay, dimanche après-midi à 17h, de mémoire, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier pour ne pas vous raconter n'importe quoi. C'est bien ça. C'est bien ça, à 17h. Dimanche à 17h. Et demain, il y a un atelier. Pour ceux que ces écritures intéressent, un atelier pratique, un atelier collaboratif pour s'exercer à écrire ces écritures-là. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. تو را نادیدن موقعم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد تو را نادیدن موقعم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صد قصه آغاز کنی اندر سرم صد قصه آغاز من آن باز کنم من در هوایت بال و پرواز کنم من در هوایت بال و پرواز بیا بار سفر مندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که درون جدایی دیر بگذشت بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که درون جدایی دیر بگذشت
خاکستر برون کرد زهر خونه دلی سرگی قدر فراش به هر سرگی تزر. Bonjour, on est ravis de vous avoir aujourd'hui à l'occasion de la conférence de Sina Fakour. J'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à cette conférence? Alors c'est une amie qui m'a conseillé de venir, qui est typographe elle-même, et donc qui m'a renseigné sur la date et l'heure de la conférence aujourd'hui. Quel est votre intérêt pour l'écriture et la loupe? Est-ce que vous la connaissiez avant ou pas du tout? Alors moi je suis imprimeur en typographie, donc déjà je manipule les caractères mobiles et je suis très intéressée par tout ce qui est histoire de la typographie, et j'enseigne aussi dans des écoles d'art, donc effectivement l'apparition de l'écriture. Vous enseignez ici à Strasbourg? Oui, j'enseigne dans 2 écoles d'art supérieur à Strasbourg, et donc effectivement la question de la typographie et du dessin de caractères m'intéresse particulièrement. Uniquement de la typographie numérique ou bien vous dessinez également la typographie? Alors moi je ne dessine pas la typographie, mais je l'utilise avec déjà un matériel typographique qui existe, donc les caractères mobiles comme Gutenberg pouvait le faire. Et après j'enseigne plutôt, j'introduis les notions historiques justement et l'évolution de l'écriture pour faire comprendre d'où vient l'écriture, les rencontres de civilisation et comment on en est venu nous à un alphabet latin aujourd'hui dans notre écriture latine. Pardon. Quelle était votre impression concernant la conférence de Sina Fakour aujourd'hui? C'est très intéressant parce que ça pose beaucoup de questions qu'on a nous aussi sur l'utilisation de l'alphabet, sur comment ça évolue, sur comment évolue notre langue aussi, l'utilisation des émoticônes, comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes générations aussi communiquent avec le smartphone qui va obliger aussi la langue à évoluer, et le fait de se séparer par exemple de l'écriture manuelle. Donc en fait je pense que c'est vraiment des questions qui nous poussent à concevoir aussi une nouvelle façon d'écrire pour nous. Donc voilà, c'est très en lien avec l'actualité, je trouve. Vous pensez communiquer à vos étudiants justement sur cette conférence? Alors je l'ai déjà fait parce que j'introduis l'écriture cunéiforme, moins les lamites parce que c'est pas encore très très connu, mais j'avais déjà écouté des podcasts sur France Culture justement qui parlaient de cette question-là. Mais quand on vient à juste introduire les notions, c'est compliqué de rentrer dans des éléments qui sont aussi complexes et érudits que l'écriture les lamites linéaires, ça devient trop complexe. Merci beaucoup pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. که خورشید از شب سرد چه آتش سر برون کرد که از خون دل ما تزری نغمه سر کرد. صدای خون در آواز خزر بست دل آیین یادگار خون سر بست دل
مثل خورشید سر میکشه تو خونه. گرد بام در من بی ثمر میگردی، گرد بام در من بی ثمر میگردی. برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو آنجا که تو را منتظرند. قصدک در دل من همه کورند و کرند. دست بردار دست بردار دست بردار از این در وطن خویش غریب. دست بردار از این در وطن خویش غریب. قصدک راستی آیا رفتی با باد، با تو اما کجا رفتی؟ آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاک سرگرمی جایی. قصدک 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 پای همه عالم شب و روز، پای همه عالم شب و روز در دلم میگریند میگریند میگریند، در دلم میگریند.
قصدکان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ قصدکان چه خبر آوردی؟ از کجا از که خبر آوردی؟ قصه گفتی من قصه خواندم، با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم. در انزوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای، با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای، با من خیال کن که به گیلان خانت سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است. همه عاشقان شهر دستی به جام باده و دستی به زلف یار، تا صبح سر خوش از آواز کولیان، با من خیال کن که به کام است این دیار، با من خیال کن که به اجاز شاعران شبها به سر رسید، توفان نشست و رفت، در کوچه های شهر صدای نازلی سربهار، با من خیال کن زمستان شکست و رفت. لا 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 لا
قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه‌ات شعرهایم برای تو بگذار روی تاقچه‌ات دستهایم برای تو به کار سبز خواهد شد بالهایم برای تو بگیر پرواز خواهد کرد آوازهایم برای تو بگذار توی موهایت رازهایم برای تو ببند دور دستهایت دستهایم برای تو به کار سبز خواهد شد Bonjour Sina Fakour. Bonjour. Nous venons d'assister à votre conférence sur l'écriture élamite et j'ai quelques questions pour vous. D'abord, présentez-vous et parlez-nous brièvement de votre parcours. Merci beaucoup. Je m'appelle Sina Fakour, je suis typographe, designer graphique, dessinateur de caractères et chercheur et enseignant sur le système notamment de l'écriture et typographie. D'accord. Quelle a été votre première motivation pour travailler sur la reconstitution de l'écriture élamite linéaire? En fait, moi à la base, je suis typographe, du coup je travaille principalement avec dessin des lettres, notamment latin et arabe, écriture latin et écriture arabe. J'ai vu qu'en fait il y a ce programme de recherche à NRT qui s'appelle Missing a Script, qui s'agit à faire revivre les anciennes écritures. Du coup, en fait, ça m'intéressait beaucoup, et notamment parce qu'en fait, c'est un système d'écriture qui venait d'être déchiffré. Du coup, c'était assez intriguant pour moi. Du coup, j'ai rejoint l'atelier pour mener une recherche sur ce sujet. Voilà. Quels ont été les outils essentiels dans le développement de cette police numérique? D'abord, en fait, c'était l'observation. De près, en fait, certains objets, je me suis déplacé à Louvre pour voir les objets de près, pour comprendre la matérialité des objets, l'échelle. Et puis, l'objet principal qu'on utilise, c'est des images de haute qualité. Des objets, parce qu'en fait, on n'a pas d'accès à tous les objets, mais on a des photos de haute qualité. Et puis, le dessin de caractère, il est fait notamment dans l'ordinateur à travers le logiciel de dessin de caractère et le tracé, dessiner le tracé des lettres. Voilà. Combien de temps cela vous a pris? Le programme de recherche, en fait, c'était 1 an et demi à peu près. Ça m'a pris 1 an et demi, et après 1 an et demi, j'ai plutôt en fait commencé à publier, donner des conférences sur le sujet. Voilà, le recherche et le dessin, ça m'a pris plutôt 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Merci pour tout, Sina Fakour. Merci à vous. Votre conférence était fascinante. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. لالایی هایش را خواندیم تا خواب من نبرد از کویر آوازهایش را خواندیم تا یادمان نبرد ما از جنوب آتش ها ساختیم تا سردمان نشود از گل سرخ